Les images ont fait le tour du monde le week-end dernier, celle de dépôts de carburant en flammes en Iran et cette épaisse fumée noire qui s'est mise à recouvrir le ciel de Téhéran. Les frappes américano-israéliennes visent désormais les infrastructures pétrolières du pays avec des conséquences néfastes pour notre planète. La fumée et les gaz qui s'en échappent font peser de graves risques sur la santé de la population mais aussi sur l'environnement. Faut-il parler de dommages collatéraux ou bien s'agit-il de véritables buts de guerre? Mathilde Jourde est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Climat, Environnement et Sécurité à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Vous êtes également co-directrice, et vous allez me préciser de quoi? De l'Observatoire de défense et climat. Voilà. Et donc, justement, un autre observatoire que je vais citer tout de suite, c'est l'Observatoire des conflits et de l'environnement basé au Royaume-Uni, qui estime qu'il y a plus de 300 cas de pollution liés à des frappes qui ont été observés en 11 jours de conflit. Est-ce que c'est un chiffre tout d'abord à prendre au sérieux? Et deuxièmement, comment on détermine un cas de pollution? Tout à fait. Alors, les travaux de cet observatoire sont des travaux extrêmement sérieux qui tentent de comptabiliser les dommages et d'essayer de déterminer les dommages environnementaux et climatiques qui vont être générés par des conflits et notamment par des frappes dans le cadre d'une guerre. Donc, ce chiffre est évidemment à prendre au sérieux lui aussi. Ce qu'on peut constater à travers ça, c'est qu'il y a des dégradations environnementales très sérieuses, conséquentes, en lien avec la guerre qui sévit actuellement au Moyen-Orient. Qu'on mesure comment? Qu'on mesure, alors ça dépend de quelle pollution et de quelle dégradation environnementale on parle, mais on a plusieurs types déjà de dégradation. On va avoir des dégradations liées à la pollution, par exemple, de l'atmosphère. Et en ce sens, on parle souvent d'empreinte carbone de la guerre. On va avoir aussi des dégradations liées au sol, mais aussi liées au milieu aquatique. Et ce qu'on essaie de faire pour déterminer à quel point les guerres vont provoquer des dégradations, on va essayer d'estimer ces impacts-là. Alors à très court terme, c'est difficile de déterminer parce qu'on n'a pas forcément les données qui sont accessibles. En revanche, on a une méthodologie aujourd'hui qui nous permet d'identifier quelle va être cette empreinte carbone de la guerre, et c'est ce que cet observatoire, en l'occurrence, essaie de faire, c'est de déterminer les émissions provoquées par ce conflit. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire quelles sont la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par ces frappes dans le cadre de ce conflit, mais on sait par exemple, après, on sait dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne, que par exemple le conflit a provoqué 230 millions de tonnes équivalent CO2 depuis le début de la guerre, et ça c'est l'équivalent des émissions de l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Donc a posteriori on peut dire, mais à très court terme c'est dur de dire. Par contre on peut déjà faire des estimations et on constate déjà que cette guerre est extrêmement catastrophique pour l'environnement. Alors l'illustration la plus marquante, on l'a vu, c'est ces nuages de fumée noire au-dessus de Téhéran à la suite de bombardements de dépôts de carburant, de sites pétroliers. Ce sont des infrastructures évidemment qui sont très néfastes lorsqu'elles sont attaquées pour l'environnement. Est-ce qu'il existe d'autres types d'infrastructures qu'il ne faudrait pas viser? Tout à fait. On a donc des infrastructures pétrolières et gazières qui sont problématiques quand elles sont ciblées parce qu'elles vont produire des gaz qui sont particulièrement polluants, donc du CO2, mais aussi de l'azote, du soufre, etc. Donc on a des infrastructures d'énergie fossile qu'il théoriquement faudrait éviter de cibler, mais on a aussi des infrastructures militaires qui vont être ciblées, beaucoup de bases aériennes par exemple, avec donc des débris d'explosifs qui peuvent être diffusés dans l'environnement, et on a également des infrastructures nucléaires avec des contaminants radioactifs. Donc on a toute une panoplie d'infrastructures qui vont être ciblées. On a également des usines de dessalement qui ont été ciblées. Et toutes ces infrastructures-là vont provoquer des dégradations environnementales absolument catastrophiques qui ont des risques directs, des risques indirects et qui vont aussi avoir des effets en cascade à très long terme. Évoquons ces risques, justement. On imagine que c'est désastreux pour l'air ambiant, donc pour la santé, les poumons de la population. C'est aussi néfaste pour les sols? Tout à fait. Donc c'est néfaste pour la santé à court terme parce qu'on peut avoir des risques de brûlures cutanées, des risques inflammatoires, des crises d'asthme par exemple, des irritations des yeux, etc. Mais à très long terme aussi, c'est des contaminants qui sont très cancérigènes. Donc une hausse potentiellement à long terme de cancer. Sur l'environnement aussi, évidemment, il y a des dégradations à très long terme avec potentiellement des sols qui vont être contaminés et donc devenir probablement infertiles à court terme, moyen terme, et ça peut avoir des répercussions à très long terme aussi.
Sur les climats, vous évoquiez cette question des émissions de CO2. Là aussi, j'avais un chiffre en tête. Les activités militaires sont responsables à elles seules d'environ 6% des émissions de gaz. Oui, tout à fait. Donc l'industrie militaire et défense de manière générale est extrêmement polluante. Et on voit qu'il y a certains postes qui vont être plus polluants que d'autres. Donc par exemple, dans le cadre des conflits, de manière générale, certaines études ont montré que le premier poste d'émission dans le cadre de conflits, c'était d'abord les activités militaires. Donc par exemple, le carburant pour des avions, pour des aéronefs. Mais on va aussi avoir des risques et des émissions très importantes dans le cadre de la dégradation et du ciblage des infrastructures, parce que la reconstruction de ces infrastructures-là est très émissive aussi. On va utiliser du ciment qui produit énormément de gaz à effet de serre. Donc tout à fait, on a effectivement des émissions carbone en lien avec ces conflits très importants. On en vient à cette question qui fâche, ce que visent ces armées lorsqu'elles visent ces sources d'approvisionnement énergétique, que ce soit les usines de dessalement, que ce soit les infrastructures pétrolières. Est-ce que c'est réellement ça, ou est-ce que c'est... est-ce que ce sont du coup, l'environnement est une victime collatérale, ou est-ce que le but, c'est vraiment d'endommager l'environnement? Bien sûr, alors les dégradations environnementales ne sont pas laissées au hasard, et on peut dire que l'environnement est une cible en soi, que l'environnement et le climat sont instrumentalisés d'une certaine manière, voire arsenalisés, parce que les dégradations sont telles qu'elles vont complètement affaiblir la résilience des sociétés après. Il y a aussi des effets tactiques à très court terme de ce genre de dégradation environnementale. On a eu par exemple du phosphore blanc, du glyphosate qui ont été déversés dans le sud du Liban, et ça directement, ça provoque des dégradations sur les sols, ce qu'on disait tout à l'heure, sur des zones agricoles. C'est documenté et c'est intentionnel? Tout à fait, c'est documenté. Donc, par exemple, le CNRS libanais a fait ce travail-là pour estimer et voir, déterminer la véracité de ces faits. Et effectivement, c'est intentionnel quand on utilise ce genre de produit. On a beaucoup de cas historiques, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu, par exemple, là, le cas de l'agent orange aux États-Unis, utilisé au Vietnam par les États-Unis dans les années 60-70, qui est un herbicide très puissant qui a été déversé sur des forêts pour mettre à nu les Vietcong qui étaient cachés en fait dans ces zones-là. Donc c'est une tactique de guerre en soi, et les dégradations environnementales, la pollution est intentionnelle à ce titre. Et comment on répare tout ça justement? Est-ce que après avoir détruit, c'est facile de réparer? Alors, c'est pas facile de réparer, et justement, un des enjeux de ce genre de dégradation, c'est qu'elles s'inscrivent dans le temps long. C'est que généralement, un pays qui a été en guerre va avoir une performance environnementale beaucoup plus faible qu'un pays qui est en paix. Et donc, la reconstruction environnementale prend énormément de temps, surtout que les conséquences sont pas que locales, mais elles sont globales. Si on prend les émissions carbone, par exemple, une fois qu'elles sont dans l'atmosphère, elles sont dans l'atmosphère. Donc, on peut pas les puiser, les sortir de l'atmosphère. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est avoir un cadre juridique qui permet d'entourer et de limiter les dégradations environnementales. C'est quelque chose qui est en train de se structurer. On a eu des dénonciations de crimes de guerre contre l'environnement, d'écocide, etc. Donc on a un cadre qui existe, mais ce qu'il faut faire, qui n'est pas respecté, effectivement, comme on peut le constater. Donc peut-être construire plus ce cadre juridique-là, et ensuite, à long terme aussi, mettre en place des mesures qui permettent de protéger l'environnement dans des dynamiques, dans le cadre de guerre et de conflits. Je voudrais justement terminer avec peut-être, vous allez me le dire, une lueur d'espoir. Avec cette nouvelle guerre, tout le monde prend conscience qu'on est totalement dépendant du pétrole et des énergies fossiles plus généralement. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'accélérer la transition écologique, énergétique, et de passer à la vitesse supérieure pour utiliser des énergies renouvelables? Tout à fait. Et justement, cette guerre met en lumière cette vulnérabilité, cette surdépendance aux hydrocarbures. Et c'est une manière aussi de montrer que la souveraineté énergétique, l'autonomie énergétique est justement un levier pour être moins vulnérable face aux conséquences géopolitiques, face aux répercussions géopolitiques sur les chaînes de valeur, sur les chaînes d'approvisionnement. Donc pour l'Union européenne, mais aussi pour d'autres régions, pour d'autres pays, c'est effectivement une prise de conscience qu'il faut avoir, de comprendre que se construire peut-être ou avoir un approvisionnement qui est plus basé sur des énergies renouvelables, être peut-être plus sobre dans sa consommation d'énergie, c'est peut-être aussi un levier derrière de résilience pour nos pays et pour des régions. Merci beaucoup Mathilde Jourde d'être passée par le plateau de France 24 pour évoquer avec nous ces conséquences écologiques de cette guerre au Moyen-Orient. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants. Ce sera le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane.